Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission économique sur Africable Télévision. Éco Hebdo que vous aurez en deux temps, la première partie consacrée à l'actualité économique sur le continent et la deuxième partie au débat. Nous allons à présent partir avec la première partie pour parler du financement du Covid-19 initié par les pays de la CEMAC, les 6 pays qui composent la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale vont mobiliser une enveloppe de 90 milliards de francs CFA pour lutter contre la pandémie. Les ministres de l'économie et les experts de la zone CEMAC ont pris des décisions en vue d'aligner la gestion des finances publiques de la zone sur les prévisions actualisées des recettes budgétaires et les dépenses publiques. L'objectif est de renforcer les moyens de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 tout en garantissant le fonctionnement régulier des États de la CEMAC. De son côté, le bureau de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a décidé de créer un fonds continental anti-Covid-19 doté d'un budget initial de 12,5 millions de dollars destiné à la lutte contre la pandémie en Afrique. Nous allons également parler de monnaie en allant en Afrique du Sud où le rand a plongé ce lundi à son niveau historique le plus bas. Cette situation est intervenue après la dégradation par l'agence Moody's de la note financière du pays en pleine pandémie de Covid-19. Nyang Bazamidi nous en parle. Le rand est passé ce lundi matin à Johannesburg sur la barre des 18 rands, 17,87 rands pour $1 américain. Il s'était plutôt échangé sur les marchés asiatiques à 18,5 rands pour un billet vers son plus bas niveau jamais atteint. Le rand est la monnaie des marchés émergents qui a enregistré les plus mauvais résultats la semaine dernière. En un mois, la devise sud-africaine a chuté de 17%. Dans la nuit de vendredi à samedi, Moody's a rétrogradé l'Afrique du Sud au rang des investissements spéculatifs pour cause de détérioration continue de sa situation fiscale et de croissance structurellement faible. La dégradation n'aurait pas pu tomber en un pire moment. L'économie de sa première puissance industrielle du continent est retombée dans la récession au dernier trimestre de l'année dernière et sera durement affectée par la pandémie mondiale de Covid-19. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le virus, avec plus d'un millier de cas déclarés et 2 morts selon le dernier bilan. Et cette information en brève, juste au Zimbabwe voisin, en pleine crise économique et menacé par la pandémie du nouveau coronavirus qui secoue le monde, le Zimbabwe a réintroduit l'usage du dollar américain. Cette décision intervient 9 mois après que le pays est interdit les devises américaines, britanniques ou encore sud-africaines. Le Zimbabwe est plongé dans une grave crise socio-économique depuis 2 décennies et avec un taux de chômage avoisinant les 90%, revient sur sa décision. À présent, la deuxième partie consacrée au débat, juste après le jingle. Deuxième partie de cette émission consacrée au débat avec pour thème le coronavirus ou Covid-19, un défi sanitaire, un défi mondial, bref, un défi sanitaire, un défi économique, bref, un défi mondial. Les chiffres sont énormes quant à l'impact des conséquences économiques du Covid-19, climat des affaires, perte d'activités économiques, point de PIB en moins, consommation des ménages en berne, recul des points dans le secteur des services, les transports. La situation s'est fortement dégradée dans le commerce en général et en particulier dans le commerce en détail, pénalisé par les mesures de confinement ou de couvre-feu adoptées par les gouvernements. Les mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus entraînent une perte d'activité économique avec un effet assez hétérogène selon les secteurs. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau notre invité, l'économiste et analyste financier, Monsieur Modibo Mao Makalou. Monsieur Makalou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Maïga. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me recevoir. Merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.
Monsieur Makalou, un défi sanitaire, un défi économique, bref, je dirais un défi mondial. Avec l'épidémie du coronavirus, l'économie mondiale est en panne. Quelle analyse faites-vous de la situation? Ben, merci bien, M. Maïga. Tout d'abord, je pense que c'est un défi mondial. Et que, comme vous le savez, c'est une crise mondiale. Et le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, a parlé d'une crise d'ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, je pense qu'aucun pays ni aucun continent n'est à ce jour épargné parce que nous parlons de 200 pays environ qui sont quand même atteints par cette pandémie et qui n'a épargné aucun pays, aucune nation ni aucun continent. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que la crise du Covid-19 ne fait que commencer? Ben oui, vous savez, cette pandémie, à l'époque, l'épidémie a débuté en Chine en décembre 2019, dans la province centrale de Chine qui s'appelle Hubei, et dans sa capitale qui s'appelle Wuhan. Le Hubei même fait une population de 50 millions d'habitants et Wuhan environ 10 millions d'habitants. Et c'était l'épicentre de cette épidémie et qui ensuite s'est exportée en Europe et ensuite en Afrique et dans le reste du monde. Et on a vu les grandes puissances, hein, les pays développés comme les États-Unis ou encore la France, les États-Unis qui ont du mal à contenir la pandémie. On a vu même avec cette guerre des masques en ce moment, où des masques sont développés, sont détournés entre alliés. Et la France qui n'arrive pas à tester ces populations, je crois que c'est un défi, hein, c'est vraiment un défi, cette pandémie. Ben vous savez, en temps de crise, c'est le leadership qui fait la différence. La capacité de réaction d'un pays à l'autre et de la classe politique, en tout cas des leaders, peut faire la différence d'un pays à l'autre. Nous avons vu un peu différents cas, comment ça a été géré en Chine. Au début, ça a été quand le confinement a été fait en Chine, ça a été critiqué de part et d'autre. Mais quand c'est arrivé en Europe, quand on a vu que la Lombardie, qui est la région la plus riche d'Italie, a été confinée, ensuite toute l'Italie, 60 millions d'habitants confinés, bon, on s'est dit que c'était très très sérieux parce que nous parlons d'une maladie contagieuse. D'après ce qu'un expert me disait récemment, nous avons affaire à un virus de la famille des coronavirus. On me dit que c'est le 7e de la famille et que le virus lui-même fait 10 millièmes de 1 mm de diamètre. Donc c'est infiniment petit, mais c'est extrêmement contagieux. Mais ce qui me chagrine un peu dans tout cela, c'est que nous entendons tout et son contraire sur cette pandémie. Parce que c'est une maladie nouvelle, nous ne connaissons pas, il y a des informations conflictuelles, il y a toutes sortes d'informations sur les réseaux sociaux, et même au niveau de la communauté scientifique, nous n'arrivons pas à avoir un consensus sur ce que constitue réellement cette maladie, en dehors du fait qu'elle se propage très rapidement et qu'elle peut avoir des conséquences vraiment néfastes sur la santé, notamment au niveau des poumons, et peut saturer très rapidement au niveau de la prise en charge, en tout cas les structures sanitaires, même des pays les plus développés, comme vous avez pu le voir en Italie, et puis en France et en Espagne, qui sont parmi quand même les pays les plus industrialisés et les plus riches au monde. Vous avez vu que les structures sanitaires ont été immédiatement débordées parce qu'un nombre de personnes sont tombées malades en même temps, et donc la capacité a été saturée, et donc la prise en charge n'a pas pu se faire. Donc il y a, à mon avis, deux niveaux de réponse à cette crise. C'était d'abord la prévention, et je pense que certains pays avaient bien réussi à cette campagne de prévention, et ensuite, secondo, la prise en charge. Mais vous savez, je pense qu'il est très important de parler des tests, de la disponibilité des tests. Justement, on en a parlé, le cas de la France d'ailleurs. Oui, mais la France, il n'y a pas que la France. Malheureusement, le problème de la France, et j'ai les statistiques ici pour la France et pour l'Italie. Vous savez, les États-Unis aussi sont dans cette logique. Les États-Unis ont 329 millions d'habitants, le Japon 127 millions,
l'Italie 61 millions et la Corée du Sud 51 millions. Mais ce sont tous des pays prospères, industrialisés. Mais tenez-vous bien, par rapport au niveau du test par capita, c'est-à-dire le test par 1 million de personnes, les États-Unis ne sont qu'à 41,8 tests pour 1 million de personnes. Et ce sont les données du 12 mars 2020. Le Japon est à 80 tests pour 1 million et l'Italie est à 1420 tests pour 1 million. Et la Corée du Sud, par contre, était à 4831 tests pour 1 million de personnes. Donc, raison pour laquelle ça a été un succès là-bas. Mais je pense que la Corée du Sud, pour quand même avoir parcouru ce pays assez fréquemment, c'est un pays qui est vraiment dans l'ère numérique. Séoul, par exemple, c'est considéré comme la ville la plus numérisée au monde. Donc, les données personnelles sont bien établies, connues. Et aussi, avec la possibilité de tester, on permet, une fois qu'on dépiste, je pense qu'on prend le devant, parce que mieux vaut prévenir que guérir, comme on le dit dans le jargon. Peut-on dire que cette crise a montré la défaillance de l'économie de marché? Parce qu'avec tout ce qu'on a vu, on a dépassé le million de contaminés. Peut-on dire que cette crise a montré la défaillance de l'économie de marché? Ça me fait penser à ce que le philosophe Edgar Morin a dit. Il dit, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Nous allons avoir un après et un avant et un après Covid-19. Parce que je pense qu'il y aura forcément un changement de paradigme, même par rapport au rôle de l'État dans nos différents pays. Parce que depuis le consensus de Washington à la fin des années 90, où on avait parlé de libéralisation de l'économie de marché, je pense que nous allons devoir revenir aux services sociaux de base. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, le système sanitaire public est vraiment défaillant et pratiquement inexistant. Donc, ils ne sont qu'au début de leur crise. Et comme vous voyez la courbe, ils n'ont pas atteint encore le pic parce que ça va continuer à s'accélérer. C'est parce qu'on n'a pas testé encore beaucoup de gens aux États-Unis. D'abord, ça coûte cher parce que ce sont les structures privées normalement qui ont les tests. Mais au fur et à mesure qu'on va tester, le nombre de cas va grimper. Et justement, en 24 heures aux États-Unis, il y a eu plus de 1200 morts. Ça veut dire que cette situation est en train de donner raison à l'Obamacare, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous savez, c'est exactement ce que je suis en train de dire, parce que ça montre la qualité du leadership. Un grand pays, première puissance économique, première puissance industrielle, première puissance politique et militaire au monde, ce pays a été défaillant parce qu'au niveau du leadership, on n'a pas pris les mesures appropriées au niveau de la prévention d'abord, parce qu'on entendait le locataire de la Maison-Blanche dire d'abord que c'était même une blague, qu'il ne croyait pas que ce virus existait. Et donc, et jusqu'à ce jour, j'entendais M. Anthony Fauci, qui est quand même son conseiller principal pour les maladies infectieuses, dire qu'il ne comprenait pas pourquoi, à ce jour, il n'y a pas de confinement aux États-Unis. Parce que l'État fédéral n'a pas donné de consigne dans ce sens, et les États n'ont pas donné de consigne dans ce sens. Donc, ce qui fait que la pandémie continue à progresser rapidement aux États-Unis. Et même, j'ai parlé à quelqu'un qui vit en Floride hier, un parent, qui m'a dit que maintenant, les gens étaient à la plage jusqu'à la semaine dernière en Floride. Donc c'est maintenant seulement que le gouverneur et le maire de Floride ont décidé de prendre des mesures radicales pour quand même confiner les gens. Parce il s'agit d'arrêter la rapide progression de la maladie. Parce que comme on le sait, quand on voit les chiffres, aujourd'hui nous sommes au-delà d'1 million de cas, de par le monde, cela veut dire que la progression est assez impressionnante, même exponentielle. Et justement, en parlant de confinement, on a vu en Afrique, par exemple, sur le continent, quand je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, où les autorités ont tous les problèmes du monde pour confiner les populations, surtout dans les townships où il y a quand même la précarité. L'Afrique du Sud, ça reflète un peu le dilemme. Je pense que le président Thabo Mbeki a fait ce qu'il pouvait. Il a réagi assez rapidement. Mais l'Afrique du Sud était déjà presque en récession. L'Afrique du Sud ne se porte pas très bien. Étant l'économie la plus industrialisée de notre continent, elle était presque en récession.
Et vous imaginez, le taux de pauvreté est assez élevé en Afrique du Sud et en l'occurrence dans les townships. Vous ne pouvez pas confiner des populations qui sont dans la précarité. D'abord, là où ces personnes doivent chercher leur pitance au quotidien, et aussi les lieux où ces personnes habitent sont aussi insalubres. Et avec la promiscuité, cela ne fait qu'amplifier d'abord, et ça va à l'encontre des mesures préventives préconisées par les autorités sanitaires. Donc c'est très important de comprendre qu'il faut surtout des mesures d'accompagnement au niveau social des autorités et donc de la puissance publique qui doit intervenir pour quand même soulager les personnes les plus vulnérables, les populations les plus vulnérables pendant cette pandémie. Malheureusement, comme vous le savez, on ne sait pas, on sait quand est-ce que ça a commencé, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va terminer. Et justement, puisqu'on parle de l'Afrique, peut-on chiffrer son impact économique avec tous ces secteurs à l'arrêt, le confinement, entre autres, hein? Mais pour l'Afrique, on n'a pas de chiffre exact, mais au niveau de l'économie mondiale, déjà, on a dépassé les 3 000 milliards de dollars de manque à gagner. Ça, c'est ce qui est plus 3 000 milliards de dollars. Qui est supérieur au PIB d'un pays comme la France, qui est la 6e puissance mondiale. Donc, en réalité, si on prend l'impact sur l'Afrique, il y a eu une réunion récente de l'association des compagnies aériennes africaines. En janvier, on estimait le manque à gagner à environ 400 millions de dollars. Mais on estime aujourd'hui qu'il faut au moins 3,5 milliards de dollars à 4 milliards de dollars pour compenser en tout cas venir en aide, soutenir les compagnies aériennes. Sinon, d'ici la fin de cette année, elles vont toutes aller en faillite. Tenez-vous bien, il y a 95% des compagnies africaines sont clouées au sol en ce moment. Et cela fait quand même beaucoup de pertes de revenus et de manque à gagner pour ces compagnies qui auront du mal à se relever. Et aussi, si vous prenez le fait que nos économies africaines sont surtout vulnérables aux chocs exogènes, que c'est le secteur du tourisme et du transport qui seront lourdement touchés. Donc nous allons parler non seulement des compagnies aériennes, du secteur de transport même terrestre. Le tourisme va être vraiment en berne. Avec les hôtels, la restauration, etc. Et ce secteur-là est quand même a une part importante dans l'activité économique dans nos différents pays. Et peut-on craindre pour les banques, parce que je crois qu'on a parlé d'économie en général, c'est important, peut-on craindre pour les banques avec l'ampleur de la pandémie et le choc massif des politiques de confinement, peut-on craindre pour les banques? À mon avis, les banques un peu moins, parce que je vois que quand même, il y a eu quand même des mesures au niveau de la politique monétaire, que les banques centrales ont réagi de par le monde, et que vous savez que vous avez entendu quand même que la Banque centrale américaine a l'intention d'injecter 2 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 10% du PIB, dans l'économie américaine. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe l'ensemble des 8 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont en commun le franc CFA, a aussi quand même facilité l'obtention du crédit, en baissant un peu le coût du crédit et en offrant d'autres facilités pour le secteur privé et pour les banques commerciales elles-mêmes, pour qu'elles aussi puissent rendre le crédit plus abordable pour le citoyen et les ménages et puis les entreprises. Mais à mon avis, ce qu'il faut, cette pandémie va d'abord toucher l'économie réelle, parce que d'abord, elle a interrompu les chaînes d'approvisionnement. Mais c'est un choc exogène du côté de la demande globale et de l'offre globale. Je m'explique. D'abord, au niveau de l'offre globale, c'est la production qui s'est arrêtée. Parce que quand on prend des mesures préventives, on demande aux gens de se déplacer moins. Mais quand on demande aux gens de se déplacer moins, ce sont les gens qui produisent, ce sont les gens qui travaillent dans les entreprises. Donc les entreprises, les usines vont venir à l'arrêt. Donc ça va amener une baisse de la production. Mais du côté de la demande globale, qu'est-ce qui va se passer? La consommation va baisser aussi. Parce qu'une fois que vous êtes confiné, si vous avez une perte de revenus, si l'activité diminue, on va consommer forcément moins. Et surtout, avec cette psychose au niveau de la pandémie, avec toutes ces informations qui circulent, la consommation va être moindre parce que les gens ne savent pas de quoi demain sera fait.
Donc, ce qui va faire que les ménages vont consommer moins, mais les entreprises aussi vont effectuer moins d'investissements. Donc, ça, c'est du côté de la demande. Donc, en fait, vous allez revenir à une baisse de la production, une baisse des revenus et une hausse des prix. Donc, cela va encore avoir un impact sur le PIB, la consommation des ménages, les investissements des entreprises, les dépenses publiques, parce que nous n'en avons pas parlé. Les mesures fiscales, à mon avis, doivent être importantes. C'est-à-dire qu'au niveau du budget de l'État, même à ce niveau, les ressources vont être moindres, les ressources fiscales vont être moindres, mais l'État doit trouver les moyens. Et je pense qu'il y a des facilités qui ont été offertes par les grandes institutions internationales avec des conditionnalités assez douces. Il va falloir que les ressources fiscales, en tout cas les ressources budgétaires, soient utilisées pour sécuriser, en tout cas renforcer non seulement la prévention, mais la prise en charge de ceux qui vont avoir des pertes de revenus au niveau de l'économie. Parce qu'il faut, vaille, que l'économie soit relancée, que les couches les plus vulnérables soient soutenues, mais pas les couches les plus vulnérables seulement, que ceux qui sont dans la production de tous les jours aussi soient soutenus, parce que c'est eux qui créent, parce que si vous n'avez pas de croissance économique, vous n'allez pas créer d'emplois et vous n'allez pas avoir de revenus pour les populations. Donc, il va y avoir une baisse de leur bien-être et de leurs conditions de vie. Et justement, parce qu'on a vu ces dernières semaines, en Afrique de l'Ouest, par exemple, la Boadi qui a fait parler d'elle, et en Afrique centrale également, on vient d'en parler. Mais c'est-à-dire que la solution doit être cherchée au niveau des États, pas forcément au niveau des banques. Non, les banques commerciales, c'est une chose, mais au niveau des banques centrales, je veux dire. D'abord, les banques centrales, ça c'est quand nous sommes au niveau de la monnaie, c'est-à-dire et la supervision aussi, parce que vous savez que c'est les banques centrales qui s'occupent de la supervision du système financier. Mais il n'y a pas de crise de liquidité pour le moment. Pour le moment, Dieu merci, il n'y a pas de crise de liquidité. Donc c'est des mesures fiscales qu'il va falloir entreprendre, voir comment relancer la consommation, voir comment relancer l'activité économique dans cette période de psychose. Et cela est du ressort de l'État, parce que c'est lui qui dispose du budget d'État, qui détermine un peu les ressources et les charges d'un pays. On a vu aussi certains pays qui ont pris des initiatives, la Côte d'Ivoire par exemple, le Niger, la Mauritanie, qui ont décidé d'alléger les charges pour les populations pendant cette période de crise, avec la gratuité de l'électricité, de l'eau, certaines taxes, etc. Pensez-vous que ça peut quand même... Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on peut soutenir. Quand vous parlez de l'économie réelle, vous parlez des personnes et de leur vie au quotidien. Toutes les mesures qui sont prises par ces différents États dans ce sens sont à saluer. Parce que vous savez, nous avons un problème, et vous avez vu que dans les pays industrialisés, il y a des pays qui vont envoyer des chèques à chaque citoyen. Pourquoi? Pour l'encourager à consommer. Et puis en plus, il y a des systèmes de protection sociale dans la plupart de ces pays, ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos pays. Et tenez-vous bien aussi, notre système économique est tel que l'économie informelle joue un rôle majeur. Mais dans l'informel informel, nous sommes dans le quotidien. C'est au jour le jour que les choses se passent. Et l'économie informelle va de 50% à 90% dans la plupart de nos États. C'est l'économie réelle. Donc c'est elle qui va être touchée et ce sont des gens qui sont vulnérables. La plupart des personnes qui sont dans ce secteur font partie des populations vulnérables. Donc il ne s'agit pas seulement de penser à l'économie formelle, c'est-à-dire aux PME, PMI et puis aux autres groupes qui ont besoin de soutien. Il faut penser à tous ceux et à toutes celles qui vont avoir une perte de revenus. Donc c'est l'ensemble des citoyens. Donc il faut que les mesures soient inclusives et il faut qu'elles touchent l'ensemble des populations. Et justement, parce que lundi dernier, l'ONG Oxfam a appelé à une mobilisation internationale de 160 milliards de dollars pour aider les populations vulnérables. Et déjà, au niveau du Sahel, on parle même d'une crise humanitaire. Mais bien sûr, déjà, vous savez, il y avait déjà une crise sécuritaire, il y avait une crise humanitaire. Vous savez, les chocs exogènes, c'est
comme on le dit, je reviens à ce que le secrétaire général des Nations Unies a dit, en tout cas, il n'y a jamais eu une crise de cette ampleur au niveau mondial qui a touché tous les pays en même temps et qui a commencé par les pays les plus prospères d'abord. Et nous, en Afrique, pour le moment, on croise les doigts parce que pour le moment, les cas sont quand même assez minimes par rapport à l'ensemble de notre population. Si vous voyez les statistiques des pays qui sont les plus touchés, à commencer par la Chine, l'Italie, la France, l'Espagne, etc. Les cas d'infection sont moindres en Afrique pour le moment. Mais aussi, nous avons nos infrastructures qui sont déficientes. Et justement, en parlant d'infrastructures, M. Makalou, quel est le message fort à l'endroit des décideurs africains? Parce qu'il faut une réponse africaine quand même à cette pandémie de Covid-19. Je pense que les ministres des Finances, le ministre des Finances de nos différents pays s'étaient réunis il y a environ une dizaine de jours et avaient estimé à 100 milliards de dollars les besoins de l'Afrique pour organiser une riposte à cette pandémie. Mais à mon avis, cela ne va pas être assez et je pense qu'il faut aller au-delà de tout cela et je pense que c'est une bonne chose d'avoir la réflexion au niveau régional et sous-régional, mais il faut que les actions se prennent au niveau local parce que les pays se ressemblent mais ne sont pas les mêmes et non pas l'Afrique est un continent assez varié et vous savez que la plupart de nos pays seront touchés parce qu'il y aura une forte baisse de l'activité économique. Vous n'êtes pas sans savoir déjà que les prix du pétrole ont déjà lourdement chuté. Et vous avez vu un pays comme le Nigeria qui, en décembre, a fait sa planification budgétaire sur la base du pétrole à 63 $ et le pétrole est légèrement au-dessus de 20 $ aujourd'hui. Donc le budget, il est complètement à reprendre. Et nous allons sans doute vers une récession économique dont la durée n'est pas connue. Lors de la dernière crise financière en 2008, nous avons eu 5 trimestres successifs de baisse du PIB, du produit intérieur brut, de l'activité économique. Mais ici, les gens parlent de 6 mois à 2 ans, mais personne ne sait. C'est ça. Et vous savez, en matière économique, l'incertitude a un rôle important. Quand il y a de l'incertitude, ça crée la psychose. Et quand les gens ne voient pas le bout du tunnel, quand il n'y a pas de lisibilité ni de visibilité, ça amène le renchérissement des produits, ça amène des pénuries. Et je crois que cela est quand même quelque chose de difficile à gérer. En tout cas, merci M. Makalou, merci de votre disponibilité. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, appliquons les mesures barrières. Le Covid-19 est une réalité. Les chiffres vont tous les jours crescendo. Ça y va de votre santé, ça y va de notre santé. Protégez-vous et protégez vos proches. Merci à la rédaction et à la technique pour la réalisation de cette émission économique. Excellente suite de programmes sur Africable Télévision.